Les gens pensent généralement savoir à quoi ressemble le pouvoir. Pour eux, le pouvoir, ce sont les épaulettes sur les épaules, les médailles sur la poitrine, ou le fait que tout le monde se mette au garde à vous lorsque vous entrez dans une pièce. Ils se trompent. Le vrai pouvoir est invisible. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir changer l'atmosphère d'une pièce, même lorsque vous y entrez en civil, avec pour seul bagage un vieux carnet en cuir. Je m'appelle Irène Joliot, et jusqu'à ce jour où je suis entrée dans ce laboratoire, la plupart des gens me considéraient comme une bureaucrate ennuyeuse attendant sa retraite ou une tante d'âge mûr qui avait perdu son chemin. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les clés de la dissuasion nucléaire de la République française se trouvaient dans ma poche. Je suis vice-amiral, je suis à la tête des systèmes de propulsion nucléaire de la marine, LNU. Ainsi, tout ce qui se trouve entre le réacteur au cœur du porte-avions Charles de Gaulle et chaque boulon des sous-marins de classe Le Triomphant qui glissent silencieusement dans les profondeurs de l'océan fonctionne sous ma signature. Mais ce mardi matin-là, lorsque je suis entrée dans ce prestigieux laboratoire de physique soutenu par le CERN près de Lyon, je ne portais pas mon uniforme. J'avais un manteau gris en laine, une simple écharpe en soie autour du cou et des chaussures de marche confortables aux pieds. Pourquoi ? Parce que les contrôles, lorsqu'ils sont effectués à l'improviste, révèlent la vérité. Quand les gens voient un amiral, ils ne font pas d'erreur, ils tremblent de peur. Mais quand ils voient une femme ordinaire, c'est là qu'ils montrent leur vrai visage, leur véritable incompétence et surtout leur véritable arrogance. Ce laboratoire était au cœur du projet Réacteurs du futur, financé par le ministère de la Défense et la Commission de l'énergie, dont le budget annuel s'élevait à 150 millions d'euros. Et je voulais voir où allaient ces 150 millions d'euros. En passant la porte de sécurité, le jeune agent de sécurité a scanné ma carte d'identité. Quand il a vu l'avertissement « Vice-amiral, protocole confidentiel » sur l'écran, ses yeux se sont écarquillés. Alors qu'il s'apprêtait à se lever pour me saluer, j'ai porté mon index à mes lèvres. « Chut !» ai-je dit, en souriant légèrement. « Je ne suis qu'un visiteur aujourd'hui, lieutenant. Détendez-vous. » En marchant dans les couloirs, j'ai respiré cette odeur familière et stérile des laboratoires. Une odeur d'ozone, de métal légèrement brûlé et de café. Lorsque je suis entrée dans le grand hall au plafond haut, l'intérieur ressemblait à une ruche. Des dizaines de jeunes physiciens, tablettes à la main, s'affairaient devant d'énormes écrans, discutant de simulations complexes. Ils avaient tous cette aura de personnes choisies. On voyait bien qu'ils étaient diplômés des meilleures écoles de France, de l'école polytechnique ou de l'école normale supérieure. Ils étaient intelligents, certes, mais l'expérience, c'était la seule chose que l'argent ne pouvait acheter. Au centre de la pièce, un homme debout devant un immense tableau blanc m'attira l'attention. Il était entouré d'un groupe de 5 ou 6 assistants et écrivait des équations sur le tableau avec l'assurance d'un chef d'orchestre. Grand, élégamment vêtu, portant des lunettes de créateur et les cheveux impeccablement coiffés. Le docteur Bastien Lefebvre, le prodige du projet. J'avais lu son dossier. Âgé de 32 ans, titulaire de 3 doctorats, auteur d'incomptables articles, son ego était probablement plus grand que le réacteur qu'il avait conçu. Je m'approchai lentement du groupe. Personne ne me remarqua. Bastien parlait en tapotant le tableau avec son stylo. Sa voix était forte et assurée. « Mesdames et messieurs, disait-il, sa voix résonnant dans l'acoustique de la salle, ce nouveau calcul du flux neutronique augmentera l'efficacité du système de refroidissement de 12%. C'est révolutionnaire. Les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire les anciens calculs utilisés par ces dinosaures du ministère, sont désormais obsolètes. Nous sommes en train de réécrire l'histoire ici. » J'ai souri. Les dinosaures. C'est ainsi qu'ils parlaient de mon équipe et de moi. Je me suis approchée un peu plus et j'ai plissé les yeux pour regarder le tableau. Le tableau était couvert d'équations différentielles, de lois thermodynamiques et de symboles de physique nucléaire. Cela semblait complexe, cela semblait impressionnant, du moins pour quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il regardait. Mais j'avais passé les 30 dernières années de ma vie à étudier la nature instable des noyaux d'uranium. Mes yeux parcouraient les équations comme un faucon scrutant sa proie. Et puis je l'ai vu.
C'était une erreur si simple, si fondamentale, que j'ai failli éclater de rire. Dans l'angle inférieur droit du tableau, une variable utilisée dans le calcul de masse critique, l'effet d'empoisonnement au xénon 135 avait été ignoré. Le temps mort qui se produirait lors de l'arrêt et du redémarrage du réacteur n'avait pas été pris en compte. Si vous construisez un réacteur avec cette équation, vous n'aurez peut-être pas de fusion du cœur lors de votre première tentative de redémarrage, mais dès que vous retirerez les barres de contrôle, le flux neutronique deviendra incontrôlable et vous creuserez un cratère de la taille de Marseille. Mon cœur ne s'est pas emballé, mes mains n'ont pas tremblé. Seule cette familiarité glaciale s'est répandue en moi. C'était le même sentiment que j'avais éprouvé dans le centre de commandement de mon navire de guerre lorsque le sonar avait détecté une torpille ennemie. Une concentration glaciale. J'ai fait un pas de plus. J'étais désormais juste à l'extérieur du cercle. Le docteur Lefebvre était occupé à réprimander l'une de ses assistantes. « Non, 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 Claire, je t'avais dit de ne pas tenir compte du coefficient thermique. Tu ne vois pas la situation dans son ensemble » criait-il à la jeune fille. La pauvre était rouge de honte. Je me suis éclairci la gorge. D'une voix calme mais claire, j'ai dit « Excusez-moi ». Le docteur Lefebvre s'est tu. Il s'est lentement tourné vers moi. Son regard a commencé par mes chaussures, puis s'est posé sur mon manteau gris, mon foulard en soie et enfin mon visage. Je connaissais très bien l'expression que je voyais dans ses yeux. Qui est cette femme et pourquoi me fait-elle perdre mon temps ? Oui, dit-il avec impatience. Vous cherchez quelque chose, madame ? L'équation au tableau, ai-je répondu en montrant du doigt cette erreur fatale. Le paramètre xénon à la 3e ligne. Avez-vous pris cette partie comme étant 0 ? Bastien Lefebvre éclata de rire, comme si je lui avais posé la question la plus stupide du monde. Les assistants autour de lui gloussèrent pour faire plaisir à leur patron. « Madame », dit Bastien en s'approchant de moi d'un ton méprisant. Il agita son stylo dans ma direction. « Ce n'est pas une usine ici, ce n'est pas un espace ouvert au public. Il y a probablement eu une confusion avec la société de nettoyage ou le service de restauration. » Il m'a regardé dans les yeux et a prononcé cette phrase, la phrase qui a été l'erreur de sa vie. Écoutez, dit-il en affichant un sourire factice, ce n'est pas une cuisine. Ici, des termes tels que masse critique et flux neutronique fusent de toutes parts, et les comprendre est aussi difficile que d'expliquer la mécanique quantique à mon chat. Veuillez sortir par la porte au bout du couloir et vous rendre auprès des techniciens. Ils pourront peut-être vous montrer où se trouve la machine à café. Le laboratoire fut soudainement plongé dans le silence. Les assistants retinrent leur souffle. La jeune Claire me regardait avec compassion. Bastien, lui, se retourna avec l'air d'un commandant victorieux et se dirigea vers le tableau. Il m'avait ignoré, il m'avait réduit à un moins que rien, comme s'il s'attendait à me voir avec un balai à la main. Je posai doucement mon sac sur la table à côté. J'ôtais calmement mes gants en cuir, un à un. Ce n'était pas de la colère qui montait en moi à cet instant. La colère est chaude, la colère est bruyante. Ce que je ressentais était une détermination aussi froide et mortelle que les profondeurs de l'Atlantique Nord. Tout en déboutonnant mon manteau, j'ai dit « Docteur Lefebvre ». Ma voix n'était pas forte, mais l'autorité dans mon ton avait suffi à glacer le sang de tout le monde dans la pièce. Je pense que vous avez raison sur un point, ce n'est effectivement pas une cuisine, car dans une cuisine, si vous faites une erreur, vous ne faites que brûler le repas. Mais si vous utilisez l'équation écrite sur le tableau telle qu'elle, vous brûlerez la moitié de France. Bastien s'est arrêté. Il me tournait le dos, mais je pouvais voir ses épaules se crisper. Lentement, très lentement, il s'est tourné vers moi. Mais il n'y avait plus devant lui une tente perdue. Lorsque Bastien se retourna vers moi, son visage arborait encore les traces de ce sourire méprisant, mais ses yeux tremblaient comme ceux d'une proie qui n'avait pas encore pleinement assimilé la menace perçue par son cerveau. Il voyait devant lui une femme d'âge moyen vêtue d'un manteau gris, mais le ton de sa voix était celui d'un commandant habitué à donner des ordres et à ne tolérer aucune objection. Cette phrase avait court-circuité son intelligence dont il se vantait tant. « Qu'avez-vous dit » demanda-t-il, la voix légèrement cassée, ayant perdu son ton autoritaire de tout à l'heure. « Brûler la moitié de France ? Madame, vous mettez ma patience à rude épreuve. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces absurdités. » Je ne lui répondis pas. Parfois, la réponse la plus forte est d'agir en silence. Je passais à côté de Bastien comme s'il n'était pas là, tel un souffle de vent. Ma démarche était si assurée qu'il dut s'écarter de mon chemin. J'arrivai devant le tableau blanc. Je pris le crayon noir posé sur la table. Bastien a crié derrière moi « Eh, vous ne pouvez pas toucher à ça !» Mais sa voix n'était qu'un bourdonnement insignifiant à côté d'une storme qui approchait. D'un seul geste.
J'ai tracé un grand X sur l'équation erronée écrite sur le tableau. L'encre noire ressemblait à une cicatrice sur la surface blanche. Puis juste en dessous, j'ai écrit le calcul intégral correct, une véritable équation de physique nucléaire incluant la demi-vie du xénon 135, la capacité thermique du réacteur et le temps de retard des barres de contrôle. J'ai laissé tomber mon stylo dans la rainure du tableau avec un bruit sec et j'ai tourné mon visage vers Bastien. Le xénon 135, ai-je dit, ma voix résonnant dans chaque recoin du laboratoire comme une note de cours. C'est un poison neutronique, docteur. Il commence à s'accumuler lorsque vous arrêtez le réacteur. Si vous vous fiez à votre équation digne d'un élève de primaire et que vous tentez de redémarrer le réacteur à ce moment-là, vous devrez retirer complètement les barres de contrôle pour neutraliser le poison. Et lorsque le xénon brûle, le flux neutronique est multiplié par 1000 en quelques secondes. Je regardais les jeunes assistants, en particulier Claire, qui venaient d'être réprimandés. C'est exactement ce qui s'est passé à Tchernobyl, dis-je. Eux aussi pensaient avoir négligé le coefficient thermique. Le visage de Bastien était devenu livide. Mais le pire avec l'arrogance, c'est qu'elle rend stupide. Au lieu d'admettre son erreur, il a choisi de passer à l'attaque. C'est incroyable, rugit Bastien, le visage rouge de colère. Sécurité. Où est la sécurité? Virez-moi ce fou, il sabote mon laboratoire. Le jeune agent de sécurité à la porte, le lieutenant Mercier, entra en courant. Bastien me désignait du doigt. Emmenez-le, tout de suite, et prévenez la police. Je porte plainte pour dégradation de biens publics. Le lieutenant Mercier me regarda, puis il regarda Bastien. Et alors il se passa quelque chose que Bastien n'avait jamais vu auparavant. Le lieutenant ignora les ordres de Bastien. Il claqua des talons, se redressa comme un arc et me salua d'un salut militaire impeccable. « Amiral », dit le lieutenant d'une voix tremblante mais respectueuse. L'air de la pièce sembla se vider d'un coup. Le mot « amiral » resta suspendu dans les airs. Les jeunes physiciens arrêtèrent de manipuler leurs tablettes. La main levée de Bastien se figea. « Ah, amiral » balbutia Bastien. « Qu'est-ce que vous racontez, lieutenant ?» Je glissai lentement ma main dans ma poche. J'en sortis le portefeuille en cuir et l'ouvris. Le drapeau français, l'inscription République française en lettres dorées et le titre Vice-amiral d'escadre Irène Joliot, directrice ALNU, y brillaient. Je tins l'identité devant le visage de Bastien, suffisamment près pour qu'il puisse la lire, mais suffisamment loin pour qu'il ne puisse pas la toucher. « Je m'appelle Irène Joliot, ai-je dit. Ma voix était désormais glaciale. Je suis présidente des systèmes de propulsion nucléaire de la marine française. Tout ce qui flotte dans ce pays et contient du cœur d'uranium m'appartient. Et vous, docteur Lefebvre, vous venez de salir ma cuisine. Vous voyez ce moment ? Le changement d'expression sur le visage de Bastien, le passage d'un sourire arrogant à un terreur pure. C'est ce que j'appelle un choc de réalité. La vie vous rappelle parfois qui vous êtes à un moment où vous ne vous y attendez pas. Si vous aimez ce genre de moment où l'arrogance est réduite à néant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car le travail de l'amiral Joliot n'est pas encore terminé, il ne fait que commencer. Je remis ma carte d'identité dans ma poche. Bastien recula d'un pas. Son dos heurta la planche. « Mais je ne savais pas, balbutia-t-il. Je veux dire, les vêtements civils et le rendez-vous, personne ne m'avait dit qu'un amiral viendrait. » Si j'avais été prévenu, dis-je, en me dirigeant vers Claire, tout aurait probablement été impeccable, tout le monde aurait donné des réponses apprises par cœur, et je n'aurais jamais pu voir qu'à la tête de ce projet se trouvait un charlatan ignorant les principes fondamentaux de la physique. Je me suis arrêtée devant Claire. La pauvre fille me regardait avec effroi. Je posai ma main sur son épaule. « Comment vous appelez-vous, mademoiselle ?»« Claire, monsieur, amiral, » répondit-elle d'une voix faible. « Claire, tout à l'heure, lorsque le docteur Lefebvre vous a dit de négliger le coefficient thermique, vous avez protesté. Pourquoi ?» Claire déglutit. Elle jeta un coup d'œil à Bastien. Bastien était collé au tableau comme s'il voulait devenir invisible. « Parce que, » dit Claire en rassemblant son courage, « parce que dans nos simulations, lorsque la température de l'eau de refroidissement dépassait 300 degrés, le risque de déformation des barres de combustible augmentait de 40%. Je voulais l'ajouter au rapport, mais le docteur Lefebvre a dit que ces données nous empêcheraient d'obtenir des fonds supplémentaires du ministère, n'est-ce pas ? Je complétai sa phrase. Claire baissa la tête. Elle n'avait pas besoin de répondre. Son silence en disait long. Je me suis retournée vers Bastien.
Ce n'était plus un enfant prodige, c'était un enfant pris en flagrant délit. Vous n'êtes pas seulement incompétent, docteur Lefebvre, dis-je. Vous êtes également un fraudeur. Manipuler les données, manipuler les protocoles de sécurité dans le seul but d'obtenir l'approbation du budget, ce n'est pas une erreur académique, c'est un crime. Je sortis mon téléphone de mon sac. J'ai composé directement le numéro privé du secrétaire d'État de la Défense. Le téléphone fut décroché à la 3e randerie. Henri, c'est Irène, ai-je dit sans quitter Bastien des yeux. Le projet Réacteur du futur, à Lyon. Oui, je gèle le financement. Immédiatement. La raison ? Manque de connaissances fondamentales en physique et manipulation délibérée des données. Oui, tu trouveras le rapport officiel sur ton bureau à mon retour à Paris ce soir. Et Henri, retire immédiatement l'habilitation de sécurité du responsable de ce laboratoire. Je raccroche. Il n'y a plus un bruit dans la pièce. Bastien s'est effondré sur place, le visage caché dans ses mains. Sa carrière, sa réputation, son budget de 150 millions d'euros qu'il aimait tant, tout cela s'est évaporé en 3 minutes au téléphone. « Lieutenant » dis-je au soldat qui se tenait à la porte. « À vos ordres, amiral. Accompagnez le docteur Lefebvre jusqu'à la sortie. Ne le laissez pas prendre ses effets personnels. Les données du laboratoire sont désormais considérées comme des secrets d'État et ont été saisies jusqu'à la fin de l'enquête. » Bastien, escorté par 2 agents de sécurité, m'a lancé un dernier regard. Ce regard était rempli de haine, une haine pure et distillée. « Vous ne vous en tirerez pas comme ça !» cria-t-il en étant traîné dans le couloir. « Savez-vous qui je suis ? Savez-vous qui me soutient ? Joliot ? Vous allez le payer cher. » Les portes se refermèrent. Je pris une profonde inspiration. Je retournai dans la pièce. Les jeunes physiciens me regardaient avec un mélange de crainte et d'admiration. « Bon, » dis-je en retrouvant mon ton normal. « Le spectacle est terminé. Claire, rassemble ton équipe, nous allons refaire ces simulations et cette fois, nous entrerons les données comme il se doit. Au travail. » Alors que tout le monde se mettait en mouvement, je me dirigeais vers la fenêtre. Dehors, je regardais Bastien monter dans sa voiture, escorté par les agents de sécurité. Sa menace résonnait dans ma tête. Savez-vous qui sont mes soutiens ? J'étais habituée aux menaces creuses des narcissiques démis de leurs fonctions. Mais il y avait quelque chose de différent dans la voix de Bastien. Ce n'était pas un bluff dicté par le désespoir, mais une véritable assurance. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai ouvert le message. Il ne contenait qu'une seule phrase. « Le serpent que vous avez piétiné est plus gros que vous ne le pensez, amiral. » J'ai souri. Le jeu commençait vraiment. Bastien n'était qu'un pion, et j'étais impatient de voir les autres pièces sur l'échiquier. Quand on reçoit une menace, les amateurs ont peur. Les professionnels, eux, analysent. Les derniers mots lancés par Bastien en quittant le laboratoire, puis ce message « Le serpent que vous avez piétiné a une tête plus grosse que vous ne le pensez », la plupart des gens auraient pu y voir les derniers soubresauts d'un ego blessé. Mais j'ai passé 30 ans dans le monde silencieux des sous-marins nucléaires où le moindre signal sonar peut être une menace mortelle. Mon instinct me disait que ce n'était pas un simple bluff. Le docteur Lefebvre était trop narcissique et paresseux pour agir seul. Manipuler ses données, contourner les protocoles de sécurité, détourner des millions d'euros du ministère vers ce projet digne d'une école primaire, ce n'était pas le travail d'un physicien, mais d'un bureaucrate, ou pire, d'un politicien. Bastien n'était qu'une vitrine. La vraie question était à qui appartenait le magasin derrière la vitrine. Quand je suis rentrée à Paris, au siège du ministère de la Défense à Ballard, il était presque minuit. En entrant dans mon bureau, je n'ai pas allumé les lumières. J'ai juste allumé ma lampe de bureau et j'ai appelé un vieil ami sur la ligne sécurisée. « Commandant Luc », ai-je dit dès que le téléphone a sonné, « je sais que vous ne dormez pas. » Luc était le meilleur analyste de données du service de renseignement de la marine. Il avait officiellement pris la retraite, mais pour les gens comme moi, la retraite n'est qu'un bout de papier. « Je ne dormirai jamais pour vous, amiral. J'ai entendu parler de votre petite démonstration à Lyon. Le docteur Lefebvre a déjà commencé à se plaindre sur Twitter, parlant d'un coup porté à la science par l'État. Laissez-le pleurer, dis-je, en m'adossant à ma chaise. Mais je me fiche de ses larmes, Luc. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Je veux les comptes de Bastien Lefebvre, pas son compte officiel. Les îles Caïmans, la Suisse, le Luxembourg, trouver d'où vient cet argent et, plus important encore, à qui il est destiné. Cela pourrait prendre un certain temps. Tu as jusqu'à 6 heures du matin.
Et encore une chose, je veux aussi le numéro qui m'a envoyé ce message anonyme. Fais une triangulation à partir des antennes relais. J'ai raccroché. J'ai regardé les lumières de Paris par la fenêtre. La ville semblait paisible, mais sous ces lumières, je savais que les rats couraient dans les égouts. Arrêtons-nous ici. Vous êtes-vous déjà retrouvé au milieu d'un énorme complot alors que vous ne faisiez que votre travail? Le prix à payer pour être honnête vous effraie ou vous rend encore plus ambitieux? Si vous voulez savoir comment Irène va démanteler ce réseau obscur, aimez la vidéo pour nous soutenir, car ce que vous allez voir dans quelques instants est une leçon effrayante sur le fonctionnement des rouages de l'État. À 5h45 du matin, Luc était devant la porte de mon bureau. Il avait dans les mains un gros dossier et 2 tasses de café fort. Son expression montrait qu'il n'aimait pas ce qu'il avait découvert. « La situation est plus compliquée que nous le pensions, amiral », dit-il en jetant le dossier sur la table. J'ai ouvert le dossier. La première page montrait un schéma complexe de transfert d'argent. Chaque mois, 50 000 € sont versés régulièrement sur le compte de Bastien, a expliqué Luc. La société émettrice est Athena Consulting. Elle est enregistrée à Malte. Mais quand j'ai creusé un peu pour connaître la structure de propriété de la société, il posa son doigt sur un nom. Lorsque mes yeux se posèrent sur ce nom, mon sang se glaça. Pierre Arnault. Pierre Arnault, président de la Commission de l'Industrie de la Défense, l'un des hommes les plus puissants du Parlement, et surtout le meilleur ami de mon ex-mari. Arnault ? Murmurai-je. C'est lui qui tire les ficelles derrière Bastien? Pas seulement lui, répondit Luc en sortant un autre document. Athena Consulting ne finance pas seulement Bastien, c'est aussi le partenaire secret de l'entreprise de construction qui est le fournisseur du projet Réacteur du futur. Donc Bastien, avec l'accord d'Arnault, fait de faux rapports. Arnault approuve le budget en se basant sur ces rapports et une grande partie de l'argent revient sur le compte d'Arnault à Malte via l'entreprise de construction. Bastien, lui, prend sa part. J'avais la nausée. Ce n'était pas seulement de la corruption, c'était de la trahison. Ils avaient transformé un sujet aussi vital que la sécurité nucléaire en une source d'enrichissement personnel. Le risque de transformer Marseille en cratère n'était qu'un détail insignifiant face à leur soif d'enrichissement. « Et le message de menace ?» demandai-je en essayant de réprimer la colère dans ma voix. Le signal provenait du 7e arrondissement, répondit Luc, plus précisément de la rue où se trouve la résidence privée d'Arnault. À ce moment-là, le téléphone interne de mon bureau a sonné. Ma secrétaire m'a dit d'une voix tremblante « Amiral, vous avez un appel urgent du ministère. Ce n'est pas le secrétaire Henri, c'est le ministre en personne qui souhaite vous parler. » Luc et moi nous sommes regardés. « Il travaille vite, dit Luc. » Je pris l'appel. « Amiral Joliot, dis-je en gardant un ton neutre. « Irène, dit la voix du ministre. Elle était froide et distante. Ce matin, j'ai trouvé sur mon bureau un rapport concernant la fermeture du laboratoire de Lyon. Et plus intéressant encore, Pierre Arnault m'a appelé pour me dire que la marine avait outrepassé ses pouvoirs et harcelé de précieux scientifiques. Monsieur le ministre, dis-je calmement, ce précieux scientifique a commis une erreur qui a transformé un réacteur nucléaire en bombe, et il l'a fait en toute connaissance de cause. Ça suffit, m'interrompit le ministre. Irène, je respecte votre honnêteté, mais la politique est un autre monde. Pierre Arnault est un homme puissant, et nous avons besoin de son soutien pour le vote du budget de la Défense le mois prochain. Vous allez rouvrir ce laboratoire immédiatement. Bastien Lefebvre sera réintégré dans ses fonctions. Et vous rédigerez une lettre d'excuse. Il y eut un moment de silence. Je pouvais entendre la respiration de mon interlocuteur à l'autre bout du fil. Il m'ordonnait de vendre le travail de ma vie, mes principes et la sécurité de mon pays pour obtenir le soutien électoral d'un homme politique. Je fermais les yeux. Je pensais à l'équation erronée dans ce laboratoire. Je pensais à milliers de personnes qui mourraient dans une catastrophe potentielle. Puis, je pensais au compte d'Arnault à Malte. Monsieur le ministre, ai-je dit d'une voix plus calme que d'habitude, mais aussi déterminée, je n'accepte pas votre ordre. Que vous avez dit ? La voix du ministre s'éleva, surprise. Vous m'avez bien entendu, ce laboratoire restera fermé, car mon autorité ne me vient pas de la politique, mais de la Constitution et de l'uniforme que je porte. Et si ce laboratoire ouvre, je n'écrirai pas cette lettre d'excuse. À la place, j'écrirai ma lettre de démission. Mais en même temps, je transmettrai au journal Le Monde les faux rapports de Bastien Lefebvre et les documents indiquant à qui appartiennent les signatures qui y figurent.
Il y eut un silence profond et glacial au bout du fil. C'était un coup d'échec. J'avais mis le ministre en échec. Soit il me soutenait et combattait Arnaud, soit il me destituait et prenait le risque d'un scandale. « Tu vas le regretter, Irène, » dit le ministre, sa voix se transformant en un murmure menaçant. « Tu joues gros, mais dans ce jeu, les pions sont toujours les premiers sacrifiés. » Le téléphone se raccrocha. Je reposais le combiné. Luc me regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Vous avez déclaré la guerre, dit-il, à Arnaud et au ministre. »« Non, Luc, répondis-je en me levant pour regarder par la fenêtre le matin gris de Paris. La guerre était déjà là. Je n'ai fait que définir le front. » Je pris ma veste. « Où allez-vous, amiral ?»« Au célèbre bal de charité qu'Arnaud organise ce soir, » répondis-je avec un sourire léger et dangereux. Puisqu'il a utilisé sa ligne privée pour me menacer, il serait courtois de lui donner ma réponse en personne. Mais vous n'êtes pas invité. Je m'arrêtai à la porte et regardai Luc par-dessus mon épaule. Dans ce regard, il y avait le contre-amiral qu'il avait vu dans le laboratoire de Bastien. Je n'attends pas d'invitation, Luc. Je vais faire une descente. En guerre, le camouflage est primordial. Un sous-marin se fond dans l'obscurité de l'océan. Un tireur d'élite se cache dans les buissons. Mais si vous voulez vous infiltrer dans la haute société parisienne, votre camouflage doit être différent. Ici, pour être invisible, il ne faut pas se cacher, mais briller. Vous devez briller tellement fort que les gens plissent les yeux à cause de votre éclat et ne voient pas le couteau derrière vous. Ce soir-là, je ne portais pas mon uniforme. Mes médailles et mes insignes étaient enfermés dans un coffre. Je portais une robe en velours de soie bleu nuit. Autour du cou, le seul souvenir que m'avait laissé ma mère, un simple collier de perles. Et sur les lèvres, ce sourire diplomatique et courtois, aussi dangereux qu'un missile à tête nucléaire. Le gardien à la porte leva la main pour consulter la liste des invités, mais s'arrêta en me voyant. Il avait reconnu l'expression sur mon visage. Ne me demandez pas qui je suis, ouvrez simplement la porte. Sans même prendre la peine de consulter la liste, il s'écarta. « Bonne soirée, madame. » Lorsque je suis entrée, une bouffée d'air chaud et une odeur de parfum coûteux m'ont frappée. Bal de bienfaisance pour les puits d'Afrique. Quelle ironie! La valeur totale des bijoux présents dans cette pièce aurait permis d'approvisionner en eau la moitié d'Afrique. Mais le but ici n'était pas d'aider. Le but était d'apaiser les consciences et, plus important encore, de créer un terrain propice à de nouveaux accords douteux. En me frayant un chemin à travers la foule, j'ai aperçu des visages familiers. Des ministres, des PDG, des acteurs célèbres. Tous riaient faussement, une coupe de champagne à la main. Et puis, je l'ai vu. Au fond de la salle, devant une immense cheminée, entourée d'une foule d'admirateurs, Pierre Arnaud, le roi officieux de l'industrie de la défense, un homme d'une 60aine d'années, en pleine forme, de cheveux argentés, au teint hâlé et impeccable dans son smoking italien. À ses côtés se tenait le ministre de la Défense et tous deux riaient de quelque chose, probablement de la fin de ma carrière. Je pris une coupe de champagne sur le plateau du serveur. Je pris une profonde inspiration et je me mis à marcher droit vers eux, comme un tarpille se irigeant vers sa cible. Prenez une seconde pour réfléchir. Vous entrez dans l'antre de votre ennemi en tant qu'invité indésiré. Alors que tout le monde pense que vous êtes fini, vous vous tenez devant eux avec en main les informations qui causeront leur perte. Est-ce du courage ou de la folie? Si vous aussi vous aimez les moments où le pouvoir n'est pas entre les mains de l'argent mais du courage, partagez cette vidéo avec vos amis, car ce bal va bientôt se transformer en arène. Le ministre a été le premier à me remarquer. Son sourire s'est figé, le champagne est resté coincé dans sa gorge. Pierre Arnaud a lentement détourné le regard. Il n'est pas resté surpris de me voir. Au contraire, ses yeux ont brillé comme s'il disait « Je t'attendais ». « Irène !» s'est exclamé Pierre en écartant les bras, d'une voix joyeuse comme s'il voyait une vieille amie, une parente qu'il aimait beaucoup. Je ne crois pas mes yeux. La dame de fer de la marine honore notre modeste invitation. La foule autour de nous s'est tue. Tout le monde pouvait sentir l'électricité entre nous. « Pierre, je dis-je en lui faisant un signe de tête sans lui serrer la main, j'ai entendu dire que vous vous étiez réunis ce soir pour une cause très généreuse. J'ai voulu apporter ma contribution. » Pierre sourit, mais son regard était glacial. « Ta contribution est toujours précieuse, Irène, mais j'ai entendu dire que ces derniers temps, tu étais plus occupée à geler des comptes qu'à faire des dons. » Le ministre intervint, la voix tremblante de tension. « Amiral Joliot, ce n'est pas le lieu de parler affaires. De plus, je ne me souviens pas d'avoir reçu votre invitation. » Je me tournai vers le ministre. « Vous avez raison, monsieur le ministre. Ne parlons pas affaires. Parlons géographie. Par exemple, Malte. »
Le sourire sur le visage de Pierre ne bougea d'un point, mais je vis la veine de son cou palpiter légèrement. J'avais atteint mon objectif. Malte est magnifique à cette saison, dit Pierre d'une voix calme. Son patrimoine historique, la mer. Et son système bancaire, ai-je complété. Je me suis approché de lui. Nous étions désormais à portée de voix. C'est un paradis fiscal idéal pour les sociétés écrans comme Athena Consulting, n'est-ce pas, Pierre? Pierre posa son verre sur la table voisine. Il jeta un bref regard au ministre. Ce dernier s'éloigna rapidement de nous en disant « Je vais prendre un autre verre ». Quel lâche! Pierre et moi sommes restés seuls devant la cheminée. La musique continuait, les gens riaient, mais un mur invisible s'était dressé autour de nous. « Tu nages en eau dangereuse, Irène », dit Pierre, sa voix ayant perdu son ton paternel pour se transformer en un grognement menaçant. « Ton ex-mari Philippe était comme ça. Il fouillait partout, il regardait sous chaque pierre. Et tu te souviens comment ça s'est terminé, n'est-ce pas ?» Mon sang se glaça. Philippe, mon mari que j'avais perdu 5 ans plus tôt dans un accident de voiture, suspect. L'affaire avait été classée pour excès de vitesse, mais j'avais toujours pensé qu'elle était liée aux articles sur le trafic d'armes qu'il écrivait lorsqu'il était journaliste. J'ai plongé mon regard dans celui de Pierre. J'ai transformé la douleur qui m'habitait en une pure rage. « Ne prononce pas le nom de Philippe avec ta bouche sale », ai-je murmuré. Pierre a souri. « Ne t'inquiète pas, Irène, je t'aime autant que Philippe. C'est pourquoi je te donne une dernière chance. Demain matin, ouvre le laboratoire, excuse-toi auprès de Bastien et oublie définitivement l'affaire de Malte. Si tu fais cela, tu passeras ta retraite dans la villa dont tu rêves à Nice. Mais si tu ne le fais pas… » Il sortit un papier plié de la poche intérieure de sa veste et me le tendit. « Lis ça, puis décide. » J'ai ouvert le papier. C'était un relevé bancaire. Mais il n'était pas au nom d'Athena Consulting, il était à mon nom, un compte aux îles Caïmans. Et il affichait un solde de 2 millions d'euros. La date était celle d'aujourd'hui. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en froissant le papier. « C'est ta prime de retraite, répondit Pierre, ou la preuve que l'amiral Joliot a accepté un pot de vin, qui sera remise demain matin au procureur. À toi de choisir. Veux-tu prendre ta retraite en héros ou aller en prison en tant que traître corrompu ?» J'ai levé la tête. Pierre but une gorgée de champagne, tel un commandant victorieux. Il pensait m'avoir acculé. Il pensait pouvoir me faire jouer son jeu selon ses règles. Mais il avait oublié une chose. J'étais un sous-marinier. Nous ne nous laissons pas acculer. Nous plongeons simplement plus profondément. Très astucieux, Pierre, dis-je en rangeant le papier froissé dans mon sac. M'accuser d'avoir déposé de l'argent sur mon propre compte. Une tactique classique du KGB. Philippe adorait ça. Le temps presse, Irène. Demain matin à 9 heures. Je vais régler mon réveil, ai-je répondu. Puis je lui ai adressé le sourire le plus doux et le plus faux de ma vie. Mais Pierre, tu oublies une chose. Quand tu envoies un signal sonar pour localiser un sous-marin, tu ne fais pas que déterminer sa position, tu révèles aussi la tienne. Je me suis retournée et me suis dirigée vers la sortie. Mes pas étaient lourds, mon cœur battait, non pas de peur, mais d'adrénaline. L'accident de Philippe, l'argent à Malte, et maintenant cette calomnie à mon égard. Ce n'était plus une enquête pour corruption, c'était une vendetta. Lorsque je suis sortie de l'hôtel et que j'ai mis le pied dans l'air frais de la nuit, Luc m'attendait dans la voiture. Voyant l'expression sur mon visage, il a démarré le moteur. « Comment ça s'est passé, amiral ?» « La guerre est déclarée, Luc, lui ai-je répondu, en lui tendant le reçu froissé que je tenais dans ma main. Et cette fois, il n'y aura pas de prisonniers. Pierre Arnaud m'avait lancé un ultimatum, me rendre avant 9 heures du matin ou être traité de traître. Il était actuellement 2h15, j'avais donc seulement 6h45 pour sauver ma carrière, mon honneur et ma liberté. La plupart des gens paniqueraient dans cette situation. Ils appelleraient leur avocat, élaboreraient un plan d'évacuation ou pleureraient de désespoir. Mais moi, je suis un officier de marine. Nous sommes formés à gérer la panique. Lorsque l'oxygène vient à manquer dans un sous-marin, on ne crie pas. On ralentit sa respiration et on résout le problème. Luc a scanné le faux reçu que Pierre m'avait donné. Ses doigts dansaient sur le clavier. Des lignes de code complexes défilaient sur les écrans. « Ces types-là sont arrogants, mon amiral, » dit-il en mâchant sa cigarette. « Mais ils sont aussi paresseux. Ce compte aux îles Caïmans, il a bien été ouvert à votre nom, mais la date d'ouverture… »
Il affiche une date à l'écran. Il y a 2 jours, dit-il. Il a été ouvert via Internet, avec un identifiant volé acheté sur le Deep Web. Mais le service VPN qu'ils ont utilisé pour masquer leur adresse IP, c'est un service très bon marché. Et devinez avec quelle carte de crédit la facture du VPN a été payée? Un nom est apparu à l'écran. Ce n'était pas Pierre Arnaud, ce n'était pas non plus le ministre. Bastien Lefebvre. J'ai souri, un sourire froid et dangereux. Bien sûr, ai-je dit, Pierre ne fait jamais ses sales besognes lui-même, il trouve toujours un idiot utile. Et Bastien est assez lâche pour faire tout ce que Pierre lui dit de faire afin de sauver sa peau. Cette trace numérique nous sera-t-elle utile au tribunal ? Demanda Luc. Ce ne sera pas suffisant, ai-je répondu. L'armée d'avocats de Pierre présentera cela comme une vengeance personnelle de Bastien et Pierre s'en sortira une fois de plus. Pour faire tomber Pierre, il nous faut plus qu'une trace numérique, il nous faut quelque chose de concret, un document signé, un enregistrement audio, le coffre-fort de Pierre. Je me levai, je remis mon manteau en place. Où habite Bastien, Luc ? Luc a été surpris. Dans un luxueux appartement mansardé à Saint-Germain-des-Prés. Mais, amiral, vous ne pouvez pas y aller, les hommes de Pierre le surveillent. Ils le surveillent déjà, dis-je en rangeant mon arme dans son étui à ma ceinture. Mais ils ne s'attendent pas à moi. Pierre pense que je suis chez moi, en train d'attendre le matin en pleurant. Il ne s'attend pas à ce que la proie devienne le chasseur. Faisons ici une parenthèse. Avez-vous déjà regardé dans les yeux quelqu'un qui n'a plus rien à perdre ? C'est effrayant. Mais savez-vous ce qui est encore plus effrayant ? Quelqu'un qui a beaucoup à perdre, mais qui n'a pas peur de perdre. Irène est dans cet état d'esprit en ce moment. Si vous aimez les moments où la stratégie est plus efficace que la force brute, écrivez « force silencieuse » dans les commentaires, car une très longue nuit va bientôt commencer pour Bastien. Il est 3h45. Les rues de Saint-Germain sont calmes. Devant l'immeuble de Bastien, tout semble tranquille, mais Luc a repéré 2 personnes dans la berline noire garée en face à l'aide de sa caméra thermique. Ce sont les gardes du corps de Pierre. Ils montent la garde devant la porte pour empêcher Bastien de s'enfuir. « Entrée arrière », dis-je à Luc par radio. « C'est bon, mon amiral, j'ai piraté le code de l'ascenseur de service. Vous pouvez monter directement au 5e étage. » Je me glissai silencieusement par la porte de service. En montant dans l'ascenseur, je ne savais pas encore ce que j'allais dire à Bastien. Je comptais sentir sa peur et agir en conséquence. J'ai ouvert la porte de l'appartement sans bruit à l'aide du passe-partout électronique que Luc m'avait donné. L'intérieur empestait de l'alcool et du vomi. Le salon était en désordre, les valises étaient ouvertes, les vêtements éparpillés par terre. Bastien était assis sur le canapé en cuir au milieu du salon. Une bouteille de whisky à la main, il regardait la télévision en face de lui d'un regard vide. La télévision était éteinte. Il regardait son propre reflet. Je n'ai pas allumé la lumière, j'ai juste fermé doucement la porte. Le bruit de la serrure a résonné dans la pièce silencieuse comme un coup de feu. Bastien bondit de sa place. La bouteille lui échappa des mains, mais elle roula sur le tapis et ne se brisa pas. « Qui est-ce ? Pierre ? Je te jure que je pars dès le premier avion demain matin. Je n'ai rien fait à personne. » Je sortis de l'obscurité. La lumière du réverbère m'éclaira le visage. « Ce n'est pas Pierre, c'est Bastien, » dis-je. Les yeux de Bastien faillirent sortir de leurs orbites. « Joliot ? Comment es-tu entré ici ? Il y a des gardes en bas. » « Ces gardes ne sont pas là pour te protéger, Bastien, » je dis en rangeant mon arme dans son étui à ma ceinture. « Ils sont là pour te faire taire si tu décides de parler. Pierre ne laisse rien à hasard. » Bastien se mit à trembler. « Tu m'as calomnié, » dit-il d'une voix faible, comme un gémissement. « C'est toi qui as ruiné ta carrière, » j'ai répondu sèchement. « Avec cette fausse facture VPN, avec ce compte que tu as ouvert à mon nom. » Bastien se figea. « Comment ? » « Je suis la tête des renseignements de la marine, espèce d'imbécile !» j'ai crié soudainement. L'explosion soudaine dans ma voix l'a cloué à son siège. « Que crois-tu qu'il se passera demain matin à 9h lorsque Pierre remettra ce reçu au procureur ? Je vais prouver que ce compte a été ouvert à ton adresse IP. Et tu sais ce que Pierre va dire ? Oh, pauvre Bastien, il n'a pas supporté d'être licencié et a comploté contre l'amiral. Pierre s'en sortira une fois de plus. Et toi ? Tu vas passer 20 ans en prison pour falsification, diffamation et mise en danger de la sécurité nationale. » Bastien se mit à pleurer. Il pleurait vraiment à chaudes larmes.
Il m'a demandé. Il m'a dit « Si tu ne le fais pas, je te détruirai ». Je n'avais pas le choix. Je me suis levée et je me suis plantée devant lui. Tu avais le choix. Bastien m'a regardé de ses yeux haïssants. Laquelle? Donne-moi Pierre. Je ne peux pas, il me tuera. Si tu ne parles pas, tu pourriras en prison. Mais si tu me donnes maintenant les vrais documents qui montrent comment Pierre Arnaud a blanchi cet argent, à qui appartient cette entreprise de construction, je te ferai entrer dans le programme de protection des témoins. Une nouvelle identité, une nouvelle vie. Hors de France, peut-être en Amérique du Sud que tu aimes tant. Bastien était indécis. Il oscillait entre la peur et l'espoir. Je regardais ma montre. Il est 4h30, Bastien. À 9h, Pierre va essayer de me faire parler. Si je n'ai rien d'ici là, je t'emmènerai avec moi. Et crois-moi, tu ne veux pas te retrouver dans la même prison que moi. Bastien prit une profonde inspiration. Il tendit la main tremblante vers la bouteille de whisky et but une grande gorgée. Puis il se leva. « Je n'ai pas les documents, » dit-il. « Où sont-ils » ? Dans un cahier. Pierre, c'est un vieux schnock. Il ne fait confiance à rien de numérique. Il note tout son réseau de corruption, tous les paiements, combien il a donné à qui, aux ministres, aux généraux. Il écrit tout ça à la main dans un cahier noir. Où est ce carnet, Bastien ? Mon impatience grandissait. Pas dans son coffre-fort, répondit Bastien. Dans un endroit plus sûr, un endroit où personne ne penserait à chercher. Il m'a regardé. Pour la première fois, ses yeux ne reflétaient pas la peur, mais une étrange lueur de vengeance. Il détestait la façon dont Pierre le traitait. « Dans la tombe de son ex-femme », répondit-il. Je restais figé. « Quoi ?» Au cimetière Montparnasse, dans le caveau familial. Pierre s'y rend tous les dimanches, pas pour prier, pour mettre à jour son carnet. Il y a un compartiment secret sous la pierre tombale. C'était génial et malsain. Pierre Arnaud conservait les archives de son empire malfaisant sur les os de sa défunte épouse. « Tu en es sûr ? Nous y sommes allés ensemble, » dit Bastien. « Je l'ai vu de mes propres yeux. » Je touchai la radio. « Luc, tu as entendu ?»« Oui, amiral, » répondit Luc. « Le cimetière Montparnasse. Mais nous avons un problème. Le cimetière est fermé la nuit et hautement sécurisé. Et à cause de la paranoïa de Pierre, il y a probablement une alarme électronique sur la tombe. »« On s'en occupera, » dis-je. Je me tournai vers Bastien. « Préparez-vous, vous venez avec nous. »« Moi ? Là-bas ? Non. »« Tu es ma sécurité, Bastien, » dis-je en l'attrapant par le bras et en le traînant vers la porte. « Si le carnet n'est pas là, je t'enterrerai dans cette tombe avant Pierre. » Lorsque nous sommes sortis, les premières lueurs du jour commençaient à apparaître sur les toits de Paris. Il était 5h15. Le temps pressait, et nous partions pour un voyage dans le monde des morts. Au cœur de Paris, ceux qui reposent au cimetière Montparnasse recherchent généralement la paix. Baudelaire, Sartre, Beckett, tous dorment d'un sommeil éternel dans ce silence. Mais pour Pierre Arnaud, ce n'était pas un lieu de repos, c'était un coffre-fort inviolable où il cachait ses secrets inavouables sans que personne ne puisse s'en douter. Car qui oserait voler un mort ? La réponse était simple, une femme qui n'avait plus rien à perdre. Il était 5h40, le soleil allait se lever dans quelques minutes, mais le cimetière était encore plongé dans la grisaille nocturne. Les capteurs sont désactivés, amiral, mais nous n'avons que 15 minutes. Ensuite, le système redémarrera et les gardes en patrouille remarqueront la situation. Nous avons ouvert silencieusement la serrure de la porte en fer de l'entrée-service. Bastien en tête, nous derrière, nous nous sommes enfoncés dans le labyrinthe formé par les pierres tombales. Nous marchions sur l'herbe pour que nos pas ne résonnent pas sur le chemin caillouteux. Bastien était blanc comme un linge, comme s'il avait vu un fantôme. « Cet endroit, dit-il d'une voix tremblante, cet endroit est maudit. Pierre le disait toujours. Il disait « Les morts ne parlent pas, mais ils cachent très bien. » Avance, Bastien. Je lui touchai légèrement l'épaule. N'aie pas peur des morts, aie peur des vivants. Nous arrivâmes dans la partie ancienne du cimetière, la division 4, où se trouvaient les monuments funéraires du XIXe siècle. À travers la brume, nous aperçûmes le caveau familial en marbre noir, surmonté d'une immense statue d'ange. Le visage de l'ange était triste, mais ses yeux semblaient juger les visiteurs indésirables. Sur la pierre tombale, on pouvait lire en lettres dorées « Famille Arnaud » et en dessous le nom d'Isabelle Arnaud, l'épouse de Pierre, décédée d'un cancer 5 ans auparavant. « C'est ici, » dit Bastien. Il déglutit. Le vase en marbre sous le pied droit de l'ange. Il n'est pas fixé. Je m'approchai de la tombe. J'avais un sentiment étrange.
ouvrir la tombe d'une femme pour révéler les infidélités de son mari? Où se situait la limite morale? Mais je me souvins alors du visage de Pierre, de son sourire méprisant et de sa phrase « Tu deviendras comme Philippe ». Je fis taire ma conscience. J'ai enfilé mes gants, j'ai saisi le vase en marbre à 2 mains. Il était lourd, très lourd. J'ai tourné de toutes mes forces vers la gauche. Le bruit de frottement de la pierre a résonné comme un cri dans le silence du matin. Le vase bougea. En dessous, il y avait un petit espace cylindrique creusé dans le socle en marbre. Et dans cet espace se trouvait un cahier noir recouvert de cuir, enveloppé dans un sac imperméable. J'ai retenu mon souffle. J'ai tendu la main et j'ai pris le paquet froid. « Voilà », murmura Luc, la boîte de Pandore. J'ai ouvert le paquet. J'ai sorti le carnet, j'ai tourné une page au hasard. L'écriture de Pierre. Des dates, des noms, des montants. 12 mars. Vice-ministre J.L. 500 000 €. Approbation du contrat de transport. 4 avril. Général M.K. 250 000 €. Modification du rapport sur la Syrie. 15 mai. Athena Consulting. Bastien L. 50 000 €. Tout était là. J'avais entre mes mains la radiographie du cancer qui rongeait l'industrie de la défense française. Ce carnet avait le pouvoir de faire tomber non seulement Pierre, mais aussi la moitié du gouvernement. Mais ensuite, mon regard s'est posé sur les dernières pages du cahier, sur des dates plus anciennes. 5 ans auparavant. Date, 14 octobre 2020. Note, Philippe Joliot. Il pose trop de questions. Il n'a pas tenu compte des avertissements. Le dossier doit être clos. Une ligne plus bas. Date, 21 octobre 2020. Note, accident simulé, liquide de frein. Travail propre, paiement, 100 000 € à la personne codée réparateur. Le monde s'est arrêté. Le brouillard dans le cimetière, les arbres, les respirations haletantes de Bastien, Luc qui vérifie l'heure, tout a disparu. Il ne reste plus que cette phrase. Liquide de frein, du travail propre. Philippe n'avait pas eu d'accident. Philippe n'était pas mort à cause d'une vitesse excessive. Philippe, mon mari, avait été exécuté par cet homme, par l'homme à qui appartenait cette tombe. J'ai serré le carnet dans ma main. Je l'ai serré si fort que la couverture en cuir s'est enfoncée sous mes ongles. Mes yeux ne se sont pas remplis de larmes. Non, les larmes sont pour la tristesse. Ce que je ressentais n'était pas de la tristesse. C'était une haine pure, distillée, nucléaire. Pouvez-vous ressentir ce moment? Le moment où vous apprenez que ce que vous avez cru être un accident pendant des années était en fait un meurtre de sang-froid? Irène ne se contente pas de révéler une corruption. Elle jure vengeance. Si vous respectez ceux qui rendent justice eux-mêmes lorsque le système judiciaire défaille, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Car ce qu'Irène va faire à Pierre sera bien plus qu'une simple punition légale. Amiral, la voix de Luc était inquiète. Il avait dû voir l'expression sur mon visage. Je levai la tête. Luc recula d'un pas en voyant la noirceur dans mes yeux. « On y va », dis-je. Ma voix m'était étrangère. Elle était si froide qu'elle aurait pu fissurer des pierres tombales. « Qu'est-ce qu'il y a dans le cahier » demanda Bastien. Je le regardai. « Ta liberté, Bastien », répondis-je, et l'arrêt de mort de Pierre Arnaud. À ce moment-là, des sirènes retentirent près de l'entrée principale du cimetière. Des aboiements. « Merde », dit Luc. Une alarme silencieuse. On a dû la déclencher en déplaçant le vase. Pierre a installé un détecteur de mouvement dans la tombe. « Courez !» Nous avons commencé à courir entre les pierres tombales, dans la direction d'où nous venions. Les lumières des lampadaires derrière nous fendaient le brouillard. « Halte ! Police !» résonnait-il. Bastien trébucha et tomba. « Je n'y arriverai pas. Ils vont m'attraper. » Luc le releva en le prenant par le bras. « Marche, espèce d'imbécile. Si Pierre te trouve ici, il te tuera avant que la police n'arrive. » Quand on est arrivé au mur, on était à bout de souffle. Luc m'a d'abord hissé, puis Bastien. Quand on a sauté de l'autre côté du mur, dans la rue, les aboiements des chiens policiers résonnaient juste derrière le mur. Nous nous sommes précipités dans la voiture. Luc a appuyé sur l'accélérateur et les pneus ont laissé une trace sur l'asphalte dans un crissement strident. Dans le rétroviseur, j'ai regardé le cimetière s'éloigner. Il était 6h15.
J'avais dans les mains un carnet noir, dans mon cœur le souvenir de Philippe, et devant moi 2 h 45 pour transformer la vie de Pierre Arnaud en enfer. Où allons-nous, mon amiral demanda Luc en tournant le volant. Au parquet? Je caressais la couverture du carnet. Les mots Philippe, du travail bien fait, qui y étaient inscrits, résonnaient dans mon esprit. Non, Luc, répondis-je, le parquet ce serait trop facile. Pierre irait en prison et sortirait au bout de 5 ans pour bonne conduite. Ce n'est pas suffisant. Alors où allons-nous? Je fixai mon regard sur les rues de Paris qui s'éveillaient. Nous allons lui prendre ce qu'il a de plus précieux, sa réputation. Nous allons le détruire devant tout le monde, en direct, à la télévision. J'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé dans mon répertoire un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années, l'ancienne chaîne de Philippe, le présentateur du journal télévisé le plus regardé du pays. Allô, Sophie, c'est Irène Joliot. Oui, ça fait longtemps. Tu me devais une faveur, tu te souviens? Je voudrais maintenant la récupérer. Je voudrais que tu ajoutes un invité de dernière minute à ton émission de ce matin. Et crois-moi, tu vas battre des records d'audience. Laissez tomber, ai-je dit, en repoussant doucement la houppette de poudre que tenait la maquilleuse. Les gens ne doivent pas voir devant eux une poupée de porcelaine, mais un soldat qui s'est battu toute la nuit pour son pays. Sophie apparut à la porte du studio, l'ancienne collègue de Philippe, le visage le plus fiable du pays. Ses mains tremblaient, il avait froissé le script qu'il tenait dans ses mains. Irène, murmura-t-il, le producteur est sur le point de devenir fou. Il dit que faire passer à l'antenne un amiral du ministère de la Défense sans autorisation préalable est un suicide. Si cela tourne mal, ce n'est pas seulement ta carrière qui est fichue, mais aussi la mienne. Je me suis levée. Je portais toujours mon manteau gris souillé dans le cimetière et ma robe bleu nuit. Je tenais le cahier noir dans ma main. La carrière de Philippe n'a pas pris fin dans un accident de la route, Sophie, lui ai-je dit, en la regardant dans les yeux. La sienne s'est terminée par un meurtre. Si tu fais marche arrière maintenant, cela signifie que tu ne mérites pas d'occuper ce siège. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Elle prit une profonde inspiration et remit son masque professionnel. D'accord, dit-elle, je te donne 15 minutes. Ensuite, il y aura la pause publicitaire et la police fera probablement irruption dans le studio. Utilise bien ces 15 minutes. Pierre souriait en suivant la bourse sur sa tablette. Il s'attendait à ce qu'Irène, paniquée, se rende au parquet pour se livrer. Son téléphone sonna. C'était le ministre. « Pierre, allume la télévision. Tout de suite, France 2. » Que s'est-il passé? Irène a divulgué la nouvelle de sa démission? Non, idiot, elle est en direct et elle tient un cahier noir dans ses mains. Le sourire de Pierre se figea. Les mains tremblantes, il prit la télécommande et alluma la télévision. Bonjour la France. Aujourd'hui, nous allons commencer différemment, sans les habituelles actualités people et la météo. J'ai à mes côtés une invitée très spéciale. La plupart d'entre vous ne la connaissent pas, car elle a choisi de vivre dans l'ombre. La vice-amirale Irène Joliot, présidente de la direction des systèmes à propulsion nucléaire de la marine. La caméra s'est tournée vers moi. J'ai regardé directement l'objectif. Derrière cet objectif, il y avait des millions de Français, et je savais que Pierre était parmi eux. « Bonjour », ai-je dit. Ma voix était calme, posée et claire. Hier matin, un scientifique m'a dit que ma place était dans la cuisine. Il a prétendu que des termes tels que masse critique et flux neutronique étaient trop complexes pour qu'une femme puisse les comprendre. J'ai souri légèrement. Peut-être qu'il a raison, peut-être que ma place est dans la cuisine. Mais aujourd'hui, je suis venue vous parler du repas empoisonné qui y est préparé. Je suis venue vous expliquer comment le projet Réacteur du futur, financé par vos impôts et chargé d'assurer votre sécurité, a réalité été transformé en bombe à retardement. J'ai pris le cahier noir posé sur la table. Sans l'ouvrir, je l'ai simplement montré aux spectateurs. Ce matin, j'ai un cahier entre les mains. Ce cahier a été trouvé dans un cimetière. Et à l'intérieur, il y a la liste des personnes à qui la sécurité nationale de la France a été vendue et pour combien d'euros. Un silence de mort régnait dans le studio. Même les caméramans retenaient leur souffle. Pierre Arnaud, ai-je dit. Au moment où j'ai prononcé son nom, des murmures « Les audiences ont explosé » ont été entendus depuis les moniteurs de la régie. Je sais que tu me regardes en ce moment, Pierre. Tu m'avais donné jusqu'à 9 heures. Tu m'avais dit « Soit tu te... » Pierre Arnaud, ai-je dit. Au moment où j'ai prononcé son nom, des murmures « Les audiences ont explosé » ont été entendus depuis les moniteurs de la régie. Je sais que tu me regardes en ce moment, Pierre. Tu m'avais donné jusqu'à 9 heures. Tu m'avais dit « Soit tu te rends, soit je te détruis ». J'ai regardé ma montre. Il est 8h10. Je suis là. Et je ne me rends pas. Je te dénonce au public.
Imaginez cette scène, un homme puissant, assis à la table du petit déjeuner, le croissant dans la main, la gorge serrée. La justice ne se rend pas toujours dans les salles d'audience, mais parfois sous les yeux de millions de personnes. Si vous aussi vous pensez que la vérité ne doit pas rester dans l'ombre, partagez cette vidéo, car Irène n'a pas encore fini de raconter son histoire. J'ai ouvert la couverture du cahier. Je n'ai pas ouvert une page au hasard, mais celle que j'avais spécialement marquée. Ce cahier ne contient pas seulement des registres de pots de vin, ai-je dit d'une voix dure. Ce cahier contient des traces de sang. Il y a 5 ans, mon mari, le journaliste Philippe Joliot, est mort dans un accident de la route. L'affaire a été classée. Mais ce cahier révèle que cet accident était un contrat et à qui le paiement a été versé. Je me suis penchée vers la caméra. Mes yeux lançaient des éclairs. Messieurs les procureurs, monsieur le commissaire, si vous me regardez en ce moment, ceci est une plainte. Pierre Arnaud n'a pas seulement escroqué l'État, il a également commandité un meurtre. Ce registre que je tiens entre mes mains est mon témoin, le docteur Bastien Lefebvre, qui attend en ce moment dans un endroit sûr à l'extérieur du studio, sont les preuves vivantes de ces accusations. Chez Pierre, un verre tomba par terre et se brisa en 1000 morceaux. Pierre gémit. « Ce n'est pas possible, Bastien, ce lâche a parlé !» Il se précipita sur son téléphone. Il appela le pilote de son avion privé. « Préparez-vous, nous décollons dans 15 minutes. Cap sur le Brésil. » Dans le studio, j'étais en train de porter le coup de grâce. « Pierre, dis-je en regardant la caméra, je sais que tu vas essayer de t'enfuir. Mais tu oublies une chose. Je suis à la tête de la marine. Nous surveillons l'espace aérien, les frontières maritimes, tout. À l'instant même, l'autorisation de décollage de ton avion privé à l'aéroport Charles de Gaulle a été annulée. Ton hélicoptère au Bourget a été saisi. J'ai souri. C'était ma revanche pour le regard qu'il m'avait lancé dans la cuisine. Le jeu est fini pour toi, Pierre. Tu n'as nulle part où aller. Ce n'est pas ta ferme, c'est la République française, et je suis le gardien de cette République. Sophie était sous le choc. J'entendais le réalisateur crier dans mon casque. « Coupez la diffusion! Le ministre est au téléphone! Coupez la diffusion !» Mais Sophie a fait le geste le plus courageux de sa carrière. Elle a débranché le câble de connexion du réalisateur sous la table. La diffusion n'a pas été coupée. Au contraire, elle a continué, avec mon visage occupant tout l'écran. « Peuple français !» ai-je dit pour finir. Je vais télécharger ce cahier sur un serveur public, directement accessible à tous dès la fin de l'émission, car vous êtes désormais ma seule garantie. Ne les laissez pas étouffer cette vérité. Et à ce moment précis, les portes du studio se sont ouvertes bruyamment. Ceux qui sont entrés n'étaient pas des policiers. C'étaient des hommes en costume noir, équipés d'écouteurs. Les services secrets. L'émission s'est interrompue. Lorsque l'émission a été interrompue, le silence de mort qui régnait dans le studio a laissé place à une symphonie de grésillements de radio. Le chef des hommes qui sont entrés, un agent de la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, grand et au visage froid, s'est directement adressé à moi. Il n'avait pas mis la main sur son arme à la bretelle, mais son attitude disait « Si vous posez des problèmes, vous en subirez les conséquences. »« Donnez-moi le cahier, amiral. » dit-il. Sa voix était dénuée d'émotion. C'était un ordre robotique. C'est une question de sécurité nationale. J'ai souri. J'ai lentement fermé le cahier noir posé sur la table. « Vous vous trompez, chef, » j'ai répondu calmement. « C'est une question de nettoyage national. Et non, je ne vous donnerai pas le cahier, parce qu'il n'est simplement pas entre mes mains en ce moment. » Je sortis mon téléphone de la poche de ma veste et tournai l'écran vers lui. Sur l'écran, une barre « Téléchargement terminé » était accompagnée d'une taille de fichier énorme. Pendant que je parlais, un algorithme fonctionnant en arrière-plan a scanné chaque page du cahier et l'a téléchargé sur 3 serveurs indépendants situés sur 3 continents. La clé de cryptation est actuellement partagée sur les réseaux sociaux avec le hashtag tendance cahier noir. Le visage de l'agent s'est crispé. Il a touché son oreillette. J'ai vu son visage pâlir en écoutant les nouvelles qui lui parvenaient. « Monsieur », dit-il dans le talkie-walkie, « c'est trop tard, il s'est enfui. » Il m'a regardé avec haine. « Vous venez avec nous, amiral. Vous êtes en état d'arrestation pour trahison et divulgation de documents secrets. » Je me suis levée. J'ai tendu les poignets. « Vous pouvez m'arrêter », ai-je dit d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde dans le studio puisse m'entendre. « Mais vous ne pouvez pas arrêter la vérité. Mettez-moi les menottes. Cette image sera le dernier clou enfoncé dans le cercueil de Pierre Arnaud. » L'agent hésita. Il calculait le tollé que provoquerait la photo prise par les journalistes à l'extérieur s'il me faisait sortir menotté du bâtiment. « Pas de menottes, dit-il. Nous sortons par la porte arrière, en silence. »« Où est le ministre ?
Comment peut-il être en réunion? Dites-lui que si je coule, je l'entraînerai avec moi. Il jeta le téléphone sur le siège. Il cria à son chauffeur. Jacques, monte sur le trottoir, écrase-les, il faut qu'on aille au Bourget. Mais Jacques, le chauffeur de Pierre depuis 20 ans, le regarda dans le rétroviseur. Il n'y avait plus ni peur ni respect dans son regard. À la radio, la reprise de l'intervention d'Irène dans le studio résonnait, financée par vos impôts chargés de votre sécurité. Jacques arrêta la voiture, il coupa le moteur. « Qu'est-ce que tu fais, espèce d'imbécile » rugit Pierre. « Roule !» Jacques ouvrit sa portière et sortit, puis il ouvrit la portière arrière. « Descendez, monsieur Arnaud, » dit Jacques. « Vous êtes viré, je vais vous détruire. »« Descendez, j'ai dit, » hurla Jacques. « Mon fils était stagiaire dans le projet Réacteur du futur. Il n'avait pas été payé depuis des mois. Il s'avère que notre argent allait sur vos comptes à Malte. Descendez de ma voiture, partez à pied. » Pierre était sous le choc. Son propre chauffeur, son propre employé. Il le jetait en plein cœur de Paris, dans les bras d'une foule en colère. Vous voyez ce moment? On pourrait croire que le pouvoir s'achète avec de l'argent, mais la loyauté, jamais. Quand vous n'avez plus d'argent ou que votre masque tombe, cette loyauté que vous avez achetée se transforme en un instant en votre pire ennemi. Si vous prenez plaisir à regarder Pierre dans son désarroi, laissez un emoji feu dans les commentaires pour partager la victoire d'Irène. J'étais seule dans la salle d'interrogatoire. Il n'y avait qu'un verre d'eau sur la table métallique devant moi. Je savais qu'il m'observait derrière le miroir sans teint. Il ne savait pas quoi faire. S'il me mettait en prison, le peuple se soulèverait. S'il les libérait, Pierre et ses complices les détruiraient. Mais le bruit venant de l'extérieur, ce bruit effrayait davantage ceux qui se trouvaient derrière le miroir que moi. Au début, c'était un murmure, puis cela s'est transformé en un slogan rythmé, et maintenant, c'était devenu un rugissement qui faisait trembler les murs du bâtiment. Liberté pour Joliot, les voleurs en prison, ce n'est pas une cuisine, c'est la France. La porte s'ouvrit. Ce n'est pas un agent des services secrets qui entra, mais le ministre de l'Intérieur en personne. Il avait le visage sombre, le col de sa chemise était débraillé, son front couvert de sueur. « Êtes-vous satisfait, amiral » dit-il en tirant une chaise pour s'asseoir en face de moi. Les Champs-Élysées sont fermés. Il y a 50 000 personnes devant le bâtiment du ministère. Les syndicats ont appelé à une grève générale. Vous avez déclenché une guerre civile. J'ai pris une gorgée d'eau. Je l'ai regardé calmement. Je n'ai fait qu'allumer la lumière, monsieur le ministre, dis-je. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de ceux qui ont sali la maison. Pierre Arnaud s'est enfui. Son signal téléphonique a été détecté pour la dernière fois dans les environs de Saint-Denis. Mais nous ne le trouvons pas. J'ai souri. Vous ne le trouverez pas, c'est le peuple qui le trouvera. J'ai entendu dire que Jacques l'avait jeté hors de la voiture. Il se cache actuellement dans les rues de Paris, sans protection, sans chauffeur et sans papier, comme un réfugié. Le ministre frappa du poing sur la table. « Donnez-moi cette clé de cryptage, Irène. Nous devons effacer les fichiers des serveurs. Si les gens voient les noms sur cette liste, le gouvernement tombera. » Je me suis penchée vers lui. « Le gouvernement est déjà tombé, monsieur le ministre, dis-je. Vous n'avez simplement pas encore entendu le bruit de l'impact. » Je me suis levée. « Vous ne pouvez pas me retenir ici. Si les 50 000 personnes qui sont dehors voient que je ne sors pas ici saine et sauve, elles détruiront ce bâtiment. Vous avez le choix. Soit vous me libérez et vous coopérez avec moi pour attraper Pierre, soit vous m'arrêtez et demain matin, il ne restera plus rien de la République française. » Le ministre m'a regardé dans les yeux. Ce qu'il a vu, ce n'était pas une femme qui bluffait. Ce qu'il a vu, c'était une leader soutenue par la puissance du peuple. Il a pris une deep respiration, ses épaules s'affaissèrent. « D'accord, dit-il, vous êtes libre, mais à une condition. » « Il n'y a pas de condition, répondis-je en me dirigeant vers la porte. Je pars maintenant à la recherche de Pierre, et vous allez m'escorter. Lorsque je sortis du bâtiment, le spectacle qui s'offrait à moi était à couper le souffle. Des milliers de personnes, des drapeaux français, des banderoles, et beaucoup d'entre eux avaient des tabliers de cuisine et des louches à la main. Ils avaient transformé le mot « cuisine », si méprisé. Des milliers de personnes, des drapeaux français, des banderoles, et beaucoup d'entre eux avaient des tabliers de cuisine et des louches à la main. Ils avaient transformé le mot « cuisine », si méprisant de Bastien, en une médaille d'honneur, un symbole de résistance. Quand ils m'ont vu, ils ont éclaté en applaudissements. À ce moment-là, j'ai senti que Philippe me regardait d'en haut. Ce n'était pas seulement ma vengeance, c'était le cri de tous ceux qui avaient été réduits au silence. Luc s'est frayé un chemin à travers la foule pour venir à ma hauteur. Il tenait une tablette dans ses mains. « Amiral !» a-t-il crié pour couvrir le bruit.
Nous l'avons trouvé. D'après la déposition de Bastien et les caméras de surveillance, Pierre se cache dans un ancien entrepôt. Et il n'est pas seul. Avec qui? Comme il ne pouvait pas se rendre à l'aéroport, il a appelé le réparateur, le tueur à gages qui a assassiné Philippe, pour qu'il le fasse sortir du pays. Mon sang se glaça. Pierre et le meurtrier de mon mari étaient dans la même pièce. Le destin avait tissé sa toile à la perfection. « On y va, Luc », ai-je dit, en saluant la foule alors que nous montions dans le véhicule blindé mis à disposition par le ministre. Cette histoire commencera là où elle a commencé, mais elle se terminera non pas dans le sang, mais dans la justice. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est faux. La vengeance, si elle est bien servie, est un plat chaud, sanglant et bruyant. Mais la justice est à zéro absolu. Elle est immobile, tranchante et inévitable. Lorsque je suis descendue du véhicule blindé, Luc m'a rejoint. Il portait un gilet pare-balles et tenait un pistolet mitrailleur MP5 à la main. Il m'a tendu un gilet. « L'homme à l'intérieur est un professionnel, amiral », m'a-t-il dit. « Celui qu'on surnomme le réparateur est un ancien légionnaire. Il n'a rien à perdre. » J'ai enfilé le gilet, mais je n'ai pas pris l'arme. « Mon arme, c'est la peur qui règne à l'intérieur, Luc », ai-je répondu. « Enfoncez la porte. » Lorsque l'équipe du GIGN a enfoncé la porte en fer rouillé du hangar à l'aide d'un bélier, le bruit a été assourdissant. Des grenades lacrymogènes ont été lancées à l'intérieur. « Police! À terre! À terre !» ont retenti les cris. Luc et moi sommes entrés juste derrière. L'intérieur du dépôt était sombre. La lumière qui filtrait par les lucarnes éclairait les particules de poussière en suspension dans l'air. Au milieu de la pièce, près d'un vieil établi, se trouvaient deux silhouettes. L'un était Pierre Arnaud. L'homme fier et arrogant avait disparu. Son costume italien coûteux était couvert de poussière, sa cravate était défaite et ses mains tremblaient dans les airs comme celles d'un enfant. L'autre était l'incarnation même du calme. Une veste en cuir noir, des cheveux gris coupés courts et un visage impassible, le réparateur. Il avait déjà posé son arme par terre et mis les mains derrière la tête. Il avait analysé la situation et compris en quelques secondes qu'il n'y avait pas d'issue. Les policiers l'encerclèrent, mais personne ne leur passa les menottes. Sur ordre spécial du ministre, ils me laissèrent parler premier. Je me suis lentement approché d'eux. Le bruit de mes talons sur le sol, en béton, tac, 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 ressemblait à la marche funèbre de Pierre. « Irène !» s'écria Pierre en me voyant. Sa voix était cassée, entre un rire hystérique et des sanglots. « Irène, pour l'amour de Dieu, dis-leur ! Je n'ai rien fait. Cet homme m'a kidnappée. Il m'a pris en otage. » Je m'arrêtai. Je regardais le réparateur. Il sourit légèrement. « La loyauté de ton patron s'arrête là, » dit le réparateur d'une voix grave et rauque. « Qui à toi ?» cria Pierre. « Je suis sénateur de la République française. J'ai l'immunité. » Je me suis arrêté juste devant Pierre. J'étais si près de lui que je pouvais sentir l'odeur aigre de la peur. « Ton immunité a pris fin l'instant où j'ai soulevé cette pierre tombale, Pierre, » je murmurais. Puis, je tournai mon regard vers le réparateur. Le volcan qui bouillonnait en moi était au point d'exploser, mais mon visage resta impassible. « Il y a 5 ans, dis-je, en octobre, une Peugeot 508, noire, le liquide de frein. Tu t'en rappelles ?» Le réparateur me regarda droit dans les yeux. Il ne détourna pas le regard. Cet homme était du genre à ne pas se souvenir des visages des personnes qu'il avait tuées. Pour lui, Philippe n'était qu'un travail, un virement de 100 000 €. « C'est du boulot, amiral. Ce n'était pas personnel. » J'ai levé ma main et asséné à Pierre la gifle la plus violente que j'ai jamais donnée. Le bruit fut si fort que même le commandant du GIGN sursautait. Pierre s'effondra au sol. « Ce n'était pas personnel, hein ?» ai-je crié, ma voix résonnant dans l'entrepôt. « C'était mon mari, c'était un journaliste honnête de ce pays, et vous deux lâches, vous l'avez tué simplement parce qu'il avait mis des bâtons dans les roues de votre sale machine. »
Pierre se traîna jusqu'à mes pieds et se mit à genoux. « Irène, je te jure que je ne voulais pas. Il était allé trop loin. Il allait nous détruire. On voulait juste lui faire peur, le freiner. C'était un accident. »« À vous, » dit Luc derrière lui, en montrant l'enregistreur qu'il tenait dans ses mains. « Et devant les témoins. » Pierre se figea lorsqu'il comprit ce qu'il venait de dire. Les mots qui sortaient de sa bouche étaient son arrêt de mort. Le réparateur secoua la tête. « Des amateurs, » murmura-t-il. « Ne travaillez jamais avec des amateurs. » Arrêtons-nous un instant sur ce moment. Vous voyez un homme arrogant supplier pour sauver sa peau, fouler son honneur aux pieds. Mais surtout, vous voyez à quel point le mal est banal, à quel point il est impuissant. Si vous voulez entendre le clic qui marque le retour de la justice, c'est-à-dire le bruit des menottes qui se referment, ne manquez pas la fin de cette histoire, car le véritable séisme n'aura pas lieu dans la salle d'audience, mais dans leur vie. « Menottez-le », ai-je dit en me retournant. Les policiers ont relevé Pierre. Pierre criait « Appelez le ministre, je veux mon avocat, c'est un complot ». Le réparateur, quant à lui, tendit calmement les mains. Alors que les menottes se refermaient sur ses poignets, il m'interpella. « Amiral ?» Je me suis arrêtée et je l'ai regardé. « Votre mari, il n'a pas lâché le volant jusqu'à la fin. Il a fait déraper la voiture dans la rivière pour éviter de percuter l'arrêt bondé. C'était un homme bien. » Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un couteau, mais ils m'ont aussi apporté une certaine paix. Philippe avait protégé les autres jusqu'à la fin. Il était mort en héros. « Emmenez-les », ai-je dit. Une larme a coulé de mes yeux, mais je l'ai immédiatement essuyée. Alors qu'ils montaient dans les voitures de police, je me suis arrêtée à la porte du dépôt. La pluie s'était intensifiée. Le ciel était gris, mais pour moi, le soleil se levait. Luc s'est approché de moi. « C'est fini, amiral », m'a-t-il dit. « Non, Luc », ai-je répondu en regardant le convoi de police s'éloigner. « Ça ne fait que commencer. Il est temps de faire le ménage. Les autres noms dans ce carnet, les ministres, les généraux, les PDG. Pierre n'était que la tête. Maintenant, nous allons démanteler le reste. » Je sortis mon téléphone de ma poche. Le ministre m'appelait. Il avait probablement appris l'arrestation de Pierre et essayé de limiter les dégâts. J'ai éteint le téléphone et j'ai retiré la batterie. « Luc, dis-je, ramène-moi chez moi. Je vais dormir longtemps cette nuit. Pour la première fois depuis 5 ans, je vais dormir sans Philippe, mais en paix. Et demain ?» En montant dans la voiture, j'ai jeté un dernier regard sur Paris. « Demain » ai-je répondu en souriant. « Demain, je ferai un petit contrôle supplémentaire dans le programme nucléaire de la marine. Nous verrons bien qui d'autre a sali ma cuisine. » Connaissez-vous cet état de calme plat qui règne sur la mer après une grosse tempête? Un état silencieux, serein, mais qui cache encore en profondeur la puissance de la tempête. C'est ainsi que se trouvait la France depuis 6 mois. La descente effectuée cette nuit-là dans l'entrepôt n'était qu'un début. Les aveux de Pierre Arnaud et les révélations contenues dans ce cahier noir ont déclenché la plus grande opération de nettoyage de l'histoire de la Ve République. Ils l'ont baptisée « Opération Cuisine ». Ironique, n'est-ce pas? Le public a beaucoup aimé ce nom. Mais tout le monde a-t-il eu ce qu'il méritait? Faisons le point. Docteur Bastien Lefebvre, ce petit génie, ce génie arrogant, ses aveux lui ont évité la prison, mais sa carrière universitaire a pris fin avec la croix que j'ai inscrite sur le tableau. Son diplôme a été annulé. Aux dernières nouvelles, il travaille comme chef d'équipe dans une chaîne de fast-food à Lyon. Un de mes amis qui s'y est rendu récemment m'a raconté qu'il se faisait réprimander par un client parce qu'il avait trop fait frire les frites, et qu'il marmonnait « En fait, je suis physicien nucléaire ». Je pense qu'il a finalement trouvé sa place, c'est-à-dire la cuisine. Le réparateur, l'assassin de Philippe, il n'a pas dit un mot au procès. Il a été condamné à la prison à perpétuité. On l'a envoyé dans une prison de haute sécurité à Marseille. Sa cellule n'a pas de fenêtre. Il ne reverra plus jamais le ciel. Pierre Arnaud. Ah, Pierre, je n'oublierai jamais le moment où il m'a regardé pendant le procès. Le sénateur fier était disparu, remplacé par un vieil homme courbé en deux. Il a été condamné à 30 ans de prison pour trahison, incitation à meurtre et détournement de fonds. Tous ses comptes à Malte et aux Caïmans ont été saisis. Son manoir de Neuilly, il a été saisi par l'État et sert désormais de centre de recherche en journalisme Philippe Joliot. Oui, j'ai donné le nom de mon mari à la maison de l'homme qui l'a tué. C'est ce qu'on appelle la justice poétique. Le ministre et les autres. Le ministre de la Défense a dû démissionner. Il vit actuellement quelque part dans le sud, loin des regards, mais il n'ose plus se montrer en public. Les autres généraux et PDG figurant dans ce registre ont tous été jugés. Le système a été nettoyé, du moins pour l'instant. Et moi, Irène Joliot, ai-je pris ma retraite et me suis retirée dans mon coin? Est-ce que je taille mes roses dans mon jardin? Vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas démissionné de la marine. Au contraire, le président a émis un décret spécial pour étendre mes pouvoirs. Je suis désormais le contrôleur en chef non seulement du programme nucléaire, mais aussi de tous les achats liés à la défense.
Mais ma plus grande victoire, ce ne sont pas ces titres. La semaine dernière, je suis retournée dans ce laboratoire à Lyon. Le projet Réacteur du futur a été relancé. Mais cette fois, il n'y a plus de charlatan comme Bastien à sa tête. Savez-vous qui est à sa tête ? Claire, cette jeune assistante que Bastien avait réprimandée ce jour-là et qui avait peur de s'exprimer. Quand je lui ai confié cette responsabilité, elle a fondu en larmes. « Je ne vous décevrai pas, amiral », m'a-t-il dit. « Je sais », lui ai-je répondu. « Reste fidèle à la physique, Claire, et si quelqu'un te dit que ta place est dans la cuisine, montre-lui la clé de ce laboratoire. » La mort de Philippe a laissé un vide, oui. Ce vide ne sera jamais comblé, mais désormais, ce vide n'est plus rempli de douleur, mais de fierté. Il est mort en poursuivant la vérité. Moi, j'ai saisi cette vérité et je l'ai criée au monde entier. Aujourd'hui, le Rivien continue de courir, les bateaux continuent de passer. Et je suis là, silencieuse, forte et vigilante. Car la force, ce n'est pas crier. La force, ce n'est pas taper sur la table. La force, c'est de rester calme quand tout le monde panique et être capable d'écrire la bonne équation. Je suis l'amiral Irène Joliot, et voilà mon histoire. Justice a été faite, les méchants ont été punis, mais le monde continue de tourner et il y aura toujours de nouveaux Bastiens, de nouveaux Pierres. L'important c'est qu'il y ait toujours quelqu'un pour leur dire d'arrêter. Si vous avez aussi été victime d'injustice dans votre vie, ne vous laissez pas intimider, ne vous taisez pas. N'oubliez pas, les plus grandes tempêtes naissent des eaux les plus calmes. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage.